Bon matin, Vincent. Bon matin, Claude. Donc, cette semaine, à Radio Renan, c'est toi notre invité. Mm-hmm. Je mentionne ton nom tellement souvent. Il y a des gens qui nous écoutent qui nous connaissent, fait qu'ils savent t'es qui. Puis il y a des gens peut-être qui ne nous connaissent pas puis qui se disent « c'est qui Vincent? » Puis c'est devenu une routine pour nous maintenant de parler le matin. Puis ça fait un moment qu'on s'était dit ça serait le fun que ça soit toi l'invité puis qu'on parle un peu de notre histoire puis des projets qu'on a en ce moment. Parce que normalement, bon, ils le savent peut-être déjà, mais je suis derrière les caméras. Puis c'est moi qui filme le podcast puis qui enregistre l'audio. Puis même depuis le début, on se disait ce serait intéressant d'en faire un juste nous deux. Même après le premier épisode qu'on a filmé, on se disait ça. Puis comment dire, l'opportunité, c'est jamais pointer le bout du nez, là, comme on a toujours des invités sur notre liste. Exact, il y a toujours des choses à... Puis toi, genre, t'aimes full l'équipement, fait que t'es comme, à chaque podcast, t'avais envie, comme, de te familiariser avec comment, pour comprendre comment améliorer le son, comment mieux synchroniser nos caméras, puis tout. Fait que à chaque fois, je pense que t'es... Non, c'est ça, exactement, puis on dirait que là, les circonstances, ben, ont changé. C'est notre... Pourquoi, Marc-Claude? Parce qu'on est à la maison, comme tout le monde en ce moment. On est en avril. Nos derniers podcasts, en fait, qui ont été diffusés, donc lui, juste avant nous, c'est Ivan Andrade. Mais lui, il a été filmé en janvier. Là. C'était juste après les vacances de Noël. On avait quelques podcasts en banque. Fait que, c'est ça, des fois, il y a un décalage entre... on pensait, en fait, publier de semaine en semaine. C'est faire un podcast une semaine. Finalement, on est encore en train d'en prendre. Puis le calendrier, des fois, ben, on rencontre plein de gens intéressants. Dans une semaine, on en fait deux podcasts. Puis là, après, ben... Même dans ce cas-là, on a réordonné un peu les podcasts qu'on publiait parce que après Ivan, on a eu Karel, on a eu Sarah Saint-Arnaud, puis on a eu des gens plus manuels qui parlaient d'artisanat. Martin Lemini, puis ça l'a fait, on a réordonné pour terminer avec Ivan pour pouvoir mettre 3 podcasts de suite qui étaient plus artisanat puis manuel, travail manuel. Fait que, Et là, c'est ça, on est à la maison, puis une de mes amies m'a encouragée à ce qu'on continue de faire des podcasts parce qu'on se le demandait, elle disait est-ce que c'est intéressant de faire des podcasts par Zoom parce qu'avec des gens à l'extérieur, puis finalement la réponse c'était ben oui absolument, puis on va se familiariser avec ça. Là on va fonctionner avec une caméra parce que Vince d'habitude on en a 3 puis c'est lui qui fait le mixeur puis qui pèse ses pitons puis fait que là aujourd'hui une caméra, 2 micros vraiment simples dans ce qui est l'équivalent de notre salon. Donc voilà, donc bienvenue chez nous de ce podcast à la maison. Et fait qu'on peut commencer comme ça un peu à l'habituel, de comprendre le parcours de la personne. Vince, dans quoi tu as étudié? Parle-nous de... On dirait que je ne sais plus par où commencer. Mais... en tout cas. Mais j'ai étudié en génie logiciel à la Polytechnique de Montréal. Puis après ces études-là, j'ai travaillé dans ce domaine-là pendant 2 ans en tant que développeur. Je pensais que c'était 3. Tu m'as-tu menti? Pendant 3 ans. 2 ans, 1 an développeur, je pense, puis 2 ans gestionnaire de projet. Mais rapidement, j'ai voulu essayer d'autres choses. Je suis quand même, je crois, quelqu'un de curieux dans la vie. Puis à ce moment-là, ben là, je sais pas si on raconte absolument toute l'histoire. Ben, je pense que le moment charnière, là, c'est que c'est un peu l'histoire classique de l'homme sérieux qui faisait du 9 à 5 dans une job réputée, puis que tu sais, t'étais déjà là dans un bon poste dans une compagnie nice, puis il y a quelque chose qui manquait ou la routine? Ouais, ben là, en regardant en arrière, je vois que c'était probablement du meaning qui manquait à ma vie. Puis je crois qu'il y a beaucoup de gens qui passent à travers ça dans leur vingtaine, mais qu'il n'y avait pas vraiment de sens à mon quotidien. Puis j'ai voulu en donner un petit peu plus, ce qui a mené à Shoot to Help, qui était un organisme à but non lucratif que j'ai cofondé avec un ami photographe. Puis notre objectif, c'était de faire la promotion de la bonté dans le monde. Fait que d'aller voir des projets qu'on trouvait cool, d'aller voir des organismes à but non lucratif un petit peu partout dans le monde, à Montréal, mais aussi ailleurs, puis de faire la promotion de leur travail, puis leur donner une façon aussi de promouvoir leur travail sans nous, là. C'est-à-dire avec des formations photos, puis on leur montrait comment créer du contenu multimédia à ce moment-là. Puis ça l'a mené à un voyage de travail humanitaire, en fait. On est allé en Inde, au Népal, au Myanmar, puis
on collaborait avec des organismes non lucratifs pour les aider à créer du matériel multimédia. Puis ça a été mon introduction à la photo aussi. Je pense que ça représente bien une facette de ma personnalité qui est... Bon, je savais pas comment faire la photo, je savais pas comment gérer un organisme non lucratif, j'avais jamais fait de voyage en backpack, puis j'ai fait ces 3 choses-là d'un coup, à peu près du jour au lendemain. Je pense que j'ai une facilité à me lancer dans ce genre d'aventure-là. Une espèce d'innocence. Que je suis pas bon pour me trouver des excuses, en fait, dans la vie. Donc, quand je veux essayer quelque chose, je le fais, puis je l'essaye assez rapidement. Mais tu sais, on a fait... pendant qu'on faisait la tournée de participation, comme tu es sur la route, on passait des heures à lire, puis on a fait plein de tests de personnalité aussi, puis ça nous a vraiment aidé à nous comprendre. Puis on a réalisé en faisant le test classique du Big Five que l'aspect neuroticisme, neuroticisme, je sais pas c'est quoi la exactement ça, anxiété peut-être. T'es anormalement bas. J'ai aucune anxiété dans la Comme moi, j'étais dans le plus haut percentile d'anxiété, puis Vince c'était dans le plus bas, là. C'était anormalement bas. Puis on a réalisé en fait que son super pouvoir, c'est que c'est quelqu'un qui... Ben, t'es pas ancré dans le passé puis tu te projettes pas dans le futur. T'es vraiment dans le moment présent. Puis moi, je suis souvent tout sauf dans le moment présent. J'étais comme vraiment beaucoup dans le futur. Puis je pense que c'est là qu'on s'est rejoints. Là. Tu m'aides à me grounder puis à concrétiser les trucs dans le moment réel parce que moi, je suis toujours en train de penser à construire quelque chose de plus grand devant moi. Puis que justement, ça fait que t'es quelqu'un qui peut se revirer facilement sur une scène parce que t'as pas d'attache par rapport au passé puis t'as pas genre d'attente par rapport au futur. Je pense que c'est vraiment, vraiment puissant. Fait que l'Inde puis le Népal, puis c'est vrai, ça me fait penser qu'on a justement invité Danny Bouchard qui est au podcast on parlait de slackline parce que c'est une de ses passions. Il est maraîcher et il est passionné de slackline. Il a fait le record du monde de slackline au-dessus de la mine d'asbestos. Il a participé à l'organisation. Ouais. Il l'a traversé lui-même. Et dans le fond, c'est que Danny, vous avez rejoint une partie du voyage, puis tu avais fait une trek avec lui. Puis on a abordé dans ce podcast-là le tremblement de terre. Je ne sais pas si tu peux en parler parce que c'est quand même un événement marquant de ton voyage. Oui, ben vers la fin du voyage, en fait, quand on était au Népal en 2015, on était en autobus, on voyageait en autobus entre 2 villes. Puis à ce moment-là, il y a eu un tremblement de terre qui a vraiment secoué le pays. Ça a été une catastrophe naturelle assez impressionnante. Puis ça a été aussi impressionnant d'être dans cette catastrophe naturelle-là. On oublie que c'est le genre de choses qui arrivent dans le monde. On est quand même choyé au Québec puis au Canada, en fait. Il n'y a pas vraiment de catastrophe naturelle qui arrive. Mais ça a été assez... Il y a eu beaucoup de remises en question pendant ce voyage-là en Inde puis au Népal. En étant aussi proche d'une certaine spiritualité que le pays avait. Mais aussi à travers cette expérience-là qui remet beaucoup de choses en perspective là, quand tous les buildings d'une ville s'écroulent, puis que les gens sont dans la rue, puis les gens commencent à s'entraider, puis ça te rappelle qu'est-ce qui est vraiment important, en fait, dans la vie. Puis ça m'a beaucoup rapproché de la mort aussi, ça m'a rappelé que la mort existait. Là, quand on est... Donc, le matin où c'est arrivé, nous, on partait de Katmandou. Puis, c'est Katmandou qui a été le plus touché. Ben, dans les plus touchés, dans les régions les plus touchées. C'est une grosse ville. Là, donc, c'est sûr que l'impact a été plus gros que dans certains petits villages où il y avait moins de choses qui s'écroulaient, si on veut. Mais on est parti de Katmandou le matin, puis c'est arrivé... Nous, on était entre Pokhara et Katmandou quand c'est arrivé. Donc, on l'a senti, mais on était... On était en train de manger dans un petit restaurant sur le bord d'une route. Il n'y avait pas d'immeuble ou de building à côté. T'avais comme pas de point de référence pour voir quel point c'était... Mais c'est sûr qu'on l'a senti, là. Puis la façon que je le décris souvent, c'est que ça ne tremblait pas, là. Ça bougeait carrément le sol de gauche à droite. Là. Puis c'était assez impressionnant, puis on se demandait c'était quoi initialement. Puis, mais c'est plus qu'on est revenu après à Katmandou qu'on a réalisé à quel point on avait passé proche peut-être de mourir, en fait, là, parce que le quartier où notre hôtel était complètement rasé. T'sais. Puis on se disait, à ce moment-là, la journée, on aurait probablement été dans un restaurant à manger pour se préparer pour notre journée. Puis c'est là qu'on aurait été pendant le tremblement de terre. Puis on ne sait pas si on sait pas si on aurait eu le temps de sortir du restaurant ou whatever, de où on était, ou si on avait été au 3e étage d'un immeuble, ben, tu sais, on aurait été victime
de l'immeuble qui s'écroule. Fait que c'est sûr que ça nous a rappelé à quel point la mort était proche, puis était incontrôlable un peu. Ça peut arriver n'importe quand. Fait que bref, ça a été assez impressionnant à vivre. Comment ça, comme sur le... Ouais. Comme, on en a parlé avec Dani, on en a parlé ensemble quelques fois, mais c'est vrai que on n'a jamais creusé pour comprendre, genre, tu sais, si on retourne à ce moment-là, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous arrivez, tout est détruit. Qu'est-ce que vous faites après quand vous voyez cette scène-là? C'est quoi les minutes suivantes? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, en vous? Qu'est-ce que... Bien, ça a pris du temps avant qu'on comprenne ce qui est arrivé, dans le sens où, bon, là, ça tout tremble, ça shake, on rembarque dans l'autobus parce qu'on était en déplacement. Puis l'autobus continue vers Pokhara. Puis sur le chemin, bien, plus on se rapprochait de la ville, plus il y avait de la civilisation, si on veut. Puis on voyait que les gens étaient à l'extérieur de leur maison. Puis il y avait une espèce de fébrilité dans l'air qu'on avait de la misère à comprendre parce que ça a l'air étrange, mais on n'avait toujours pas fait le lien que... Tu sais, quand c'est arrivé, on s'est dit, il y a peut-être un camion qui est passé. Puis ça... Tu sais, on n'avait tellement pas de point de repère par rapport à un tremblement de terre qu'on ne savait pas c'était quoi vraiment qui s'était passé, mais on sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air. Puis c'est quand on est arrivé à Pokhara que là, on a vu qu'il y avait des... Puis Pokhara n'a pas été si touché que ça, mais il y avait des cracks dans les buildings, puis des trucs comme ça. Puis on nous a rapidement dit, hey, il y a eu un des plus gros tremblements de terre qu'on a vécu depuis longtemps. Puis on nous a dit, hey, Katmandou a vraiment été touché, puis ça a vraiment brassé là-bas. Fait qu'une des premières choses qu'on a faites, c'est qu'on a... Il y avait à peu près, je pense qu'il y avait quoi, 10 heures de différence? En tout cas, il y avait un certain décalage avec ici. Donc, nos familles, quand c'est arrivé, nos familles dormaient encore. Donc, une des premières choses qu'on s'est dit, c'est avant qu'ils ouvrent la télé puis qu'ils voient qu'il y a eu un immense tremblement de terre exactement ce qu'on était, on s'est dit, on va leur écrire sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour leur dire tout va bien. Avant que la première chose qu'ils voient dans leur journée, avant même qu'ils écoutent la radio ou qu'ils ouvrent la télé, que ce soit nous qui disent qu'on est en sécurité et que tout allait bien. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis après ça, on s'est un petit peu plus informé sur la situation, puis on a compris à quel point Katmandou avait été brassé puis touché. Puis rapidement, en fait, il y a eu un effort qui s'est créé dans le monde du travail humanitaire, en fait. Là, comme on était déjà en lien avec quelques organismes, vu la nature de notre présence au Népal. Puis ils nous ont référé à d'autres organismes. La majorité de l'effort s'est fait de façon communautaire. Fait qu'à Pokhara, il y a des groupes organisés qui sont créés parce que là, il y a des gens qui avaient de la famille aussi dans les régions plus touchées. Fait qu'ils voulaient aller amener du riz puis des choses, des denrées, des wraps. Parce que là, les maisons qui s'écroulent, ben, tu sais, si tout le village, les maisons s'écroulent, plus personne n'a un abri. Là, puis c'était une saison où il pleuvait un petit peu. Fait que, puis la saison, en fait, de la mousson, je pense qu'on dit. Ça s'en venait, là, comme c'était. Fait que les gens récoltaient des tarps, là, des couvertes bleues imperméables. Là, c'était d'envoyer ça dans les régions. Fait que nous, on s'est joints à ces groupes-là assez rapidement pour leur donner un coup de main physiquement, là, à déplacer des choses puis à bouger des trucs. Mais là où on voyait qu'on allait peut-être plus avoir un impact, c'est qu'on avait des caméras avec nous puis on pouvait aller montrer l'impact du travail de ces regroupements de personnes-là. Fait qu'on a pu aller les aider puis capturer en fait avec des photos puis des petites vidéos ce qu'ils faisaient. Puis eux utilisaient ça puis partageaient ça sur les réseaux sociaux ou ils s'en servaient pour montrer ce qu'ils faisaient. Comme ça, les gens qui donnaient voyaient où ça se rendait puis voyaient aussi c'était quoi la situation dans les villages justement. Comme il y a une différence entre entendre qu'un village s'est fait brasser puis voir les habitants du village puis les maisons toutes détruites puis là. Fait qu'on a essayé d'aider de cette façon-là, on l'a fait un petit peu. Puis après, c'est devenu un peu trop gros pour qu'on puisse... Une fois que les gros organismes sont arrivés là-dedans, ben là, c'était plus difficile peut-être de s'impliquer. Fait qu'on a pris un peu de recul, mais Frédéric Séguin, qui est un ami, en fait, là, qui était encore un ami, puis qui est photographe, a décidé de retourner à Katmandou pour continuer dans cette lignée-là de montrer avec des photos ce qui se passait pour la situation, puis de soutenir, si on veut, les organismes non lucratifs de cette façon-là.
Puis Danny puis moi, à ce moment-là, on a décidé de s'éloigner un peu. Ben, c'était déjà dans notre plan de faire une trek au Népal. Puis à ce moment-là, après le tremblement de terre, tous les treks classiques, si on veut, se sont fermés. Annapurna, tous les gros trucs, parce que c'était risqué, si on veut. Fait qu'à la place, on était dans une région un petit peu plus reculée qui avait vraiment pas été touchée, en fait, par le tremblement de terre. Puis on s'est promené. On a fait une trek de 2 semaines dans cette région-là. Une trek qui n'était pas documentée comme une trek, mais qui était plus un chemin ancestral entre des villages. On avait trouvé un pamphlet, en fait, dans un restaurant qui expliquait... ça avait été créé par des personnes des Occidentaux qui avaient habité dans cette région-là toute leur vie, en fait, puis qui s'étaient impliqués dans les villages, puis qui avaient fait une espèce d'itinéraire avec ça, puis qui l'avaient partagé. Puis nous, quand on est tombé là-dessus, Danny puis moi, on s'est dit, faut faire ça, faut aller le faire. Ça représente un peu encore ma facilité à me lancer dans des affaires. Ouais. Parce que pour de vrai, c'était une map, oui, mais absolument pas précise. Là. Puis c'était un peu à la MapQuest dans le temps, là, de dire comme, là, t'avais carrément décrit, là, il va y avoir un embranchement, puis tourne à droite, puis pas à gauche. Puis après ça, tu vas arriver à tel village, puis il y a un chemin à côté de telle maison, ben prends-les pour continuer. Fait que c'était un peu une chasse au trésor, comme... Puis c'est arrivé souvent qu'on arrive à des endroits où on savait pas quoi faire, qu'il y a un embranchement qui est pas décrit, qu'on n'a pas la map, puis qu'on n'a pas le réseau cellulaire. Étiez-vous inquiet dans le sens où... comment, tu sais, par rapport à la gestion de la nourriture, des abris, parce que c'est ça qui est particulier, c'est que, tu sais, aujourd'hui, on s'en rend pas compte à quel point on n'a plus d'inquiétude fondamentale. C'est sûr que là, la crise du COVID-19 ramène certaines réflexions là, sur nos modes de vie puis notre rapport à la maladie, à la mort, c'est certain. Mais si c'était pas arrivé cette année, comme on parlait, comme la survie puis la mort, c'est plus du tout des trucs nécessairement qu'on est confronté dans notre quotidien, à moins que quelqu'un proche de nous soit touché par ça. Fait que là, tu es dans une situation où, en plus, tu as été témoin d'un tremblement de terre. Puis là, tu es sur une route où tu connais personne, vous parlez pas nécessairement la langue. Est-ce que c'était une trek qui était comme risquée? Est-ce que vous aviez une certaine inquiétude de où est-ce qu'on va dormir? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'il y avait certains enjeux par rapport à ça ou c'était assez confortable? C'était assez... Ben, on savait pas. Là. Il y a beaucoup de choses qu'on savait pas. Mais une chose était certaine, c'est qu'il y avait des villages. Puis on savait, pour avoir côtoyé des Népalais pendant quelques semaines avant que ça arrive, on savait que c'était un peuple qui est chaleureux. Puis que ça le disait dans l'espèce de pamphlet qu'on avait trouvé que à partir du moment où tu arrives dans un village puis tu dis je vais chercher un endroit où dormir, ben, que les gens allaient t'aider à trouver un endroit où dormir, que ça allait leur faire plaisir de Avez-vous dormi à la Belle Étoile parce que vous n'avez pas trouvé de village, justement? Non, on a toujours la trek. C'est une trek, mais c'était pas tant une trek, là, mais il y avait tout le temps, ça menait tout le temps à un village. T'sais. En dedans d'une journée, tu avais amplement le temps d'aller à un village. Puis c'est jamais arrivé qu'on dort à la Belle Étoile. On n'avait même pas d'équipement, en fait. Je pense qu'on avait amené des sacs de couchage, mais on n'avait rien d'autre que ça. Puis, comme de fait, dès qu'on arrivait, puis des villages, des fois, c'était un regroupement de 6 maisons. C'était pas une ville. Mais dès qu'on arrivait à un endroit comme ça, on regardait l'heure, OK, là, c'est l'heure du souper. Bon, ben, on va rester ici, on n'ira pas plus loin. Puis, on dormait à ce moment-là. Puis, c'est arrivé qu'on passe à travers des villages. S'il était midi, qu'on sentait qu'on avait le temps d'aller à un village après, ben, c'est ce qu'on faisait. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on n'a jamais senti la crise. Plus on s'éloignait des villes, en fait, moins il y avait un sentiment de crise par rapport au tremblement de terre. Et c'est sûr que c'est une région qui avait moins été touchée, mais c'est aussi, les gens étaient déjà autonomes puis indépendants dans ces villages-là, dans le sens où on arrivait à une maison qui nous accueillait, puis ils ne parlaient pas anglais ni français. Là. Déjà, c'était un bon défi de se faire comprendre. Mais il y avait des champs autour d'eux, puis il y avait un robinet qui venait de l'Himalaya avec de l'eau, puis c'est comme... Il y avait tout ce qu'il faut pour survivre, là. Il nous donnait de la bouffe qu'ils avaient cueilli la journée même, puis qu'ils avaient préparé, des currys, puis ça leur faisait plaisir de... C'était spécial aussi parce qu'on ne pouvait pas leur parler, on pouvait communiquer, mais pas par la langue, c'était plus par les interactions qu'on avait avec eux, puis on essayait de leur faire des signes pour leur faire comprendre
Genre, c'était quoi les symboles que tu utilises quand... Ben, tu sais, manger. Ouais. Ou, ben, c'était plus ça, là, parce qu'ils mangent beaucoup avec leurs mains. Ouais, c'est intéressant. Ou, tu sais, ouais. Ben, pour les gens qui écoutent, dans le fond, c'est qu'au lieu de simuler que tu manges avec une fourchette, là, que tu tiens une fourchette, c'est plus la main qui pince la nourriture. Tous les doigts qui pincent la nourriture pour la manger. Puis, on avait appris quelques mots aussi. Je me souviens de bateau. Bateau, ça voulait dire un chemin qui monte, je pense. OK. Le mot bateau? Ouais. OK. Fait qu'on avait on avait retenu des mots en népalais pour expliquer un peu ce que vous faisiez. D'où on venait, où est-ce qu'on s'en allait, puis d'essayer de se replacer un peu, parce que c'est sûr que c'est arrivé qu'on se perde, puis on se perd, puis là on croise une maison. Tu sais, c'était pas un village, c'est une petite maison que quelqu'un s'était bâti là, puis que cette personne-là essaie de nous aider. Fait qu'il fallait se faire comprendre où est-ce qu'on allait. Fait que vous saviez pas toujours trop. Les noms de villes étaient importants parce que là, il fallait nous dire « Ah, c'est par là, cette ville-là. » Puis là, on prenait ce chemin-là, puis on continuait. Mais... C'était combien de temps? 2 semaines? C'était supposé d'être 2 semaines, mais ce qui est arrivé, on l'a fait plus en 10 jours, si je me souviens bien, parce que la fin, on l'a rushé un peu. En fait, on est arrivé parce que pendant une grosse partie de cette espèce de trek-là, on était à quelques jours de marche d'une route. Fait qu'on pouvait pas... De un, il n'y avait pas de réseau cellulaire, on n'avait pas de contact avec l'extérieur. Puis, on pouvait pas prendre un bus puis repartir. Il y avait... Une fois qu'on est embarqué dans cette trek, il fallait le finir à pied. Ouais. Mais à partir du moment où on a eu un petit peu de réception de cellulaire, il y a Frédéric, en fait, qui nous a appelés, qui essayait de nous appeler depuis un certain temps parce qu'il y avait eu d'autres secousses. OK. Puis il n'y avait pas de nouvelles de nous depuis ces secousses-là. Fait que, nos familles aussi. Là, mes parents étaient un petit peu inquiets puis capotaient un petit peu, avec raison. Je veux dire, ton enfant est au Népal, il y a des tremblements de terre, t'as pas de nouvelles. C'est justement la situation qu'on voulait éviter. Après la première secousse que nous, on a vécue, on s'est dit, il faut tout de suite le dire à nos familles qu'on est correct parce qu'ils vont se mettre à capoter. Ben là, Danny et moi, on pouvait pas... Puis ce qui était drôle, c'est que on l'avait pas senti. Là. On était dans une région qui n'était pas affectée tant que ça parce que c'est l'Himalaya, fait que les montagnes bloquent beaucoup. Le ripple s'est rendu jusqu'à nous. Puis même dans les villages qu'on était, eux aussi étaient déconnectés un peu des grandes villes. Fait qu'ils savaient pas qu'il y avait eu d'autres secousses, d'autres tremblements de terre. Fait qu'on gambadait dans la campagne népalaise. Puis pendant ce temps-là, nos familles, puis Fred capotait un petit peu parce qu'on était capable de leur donner des nouvelles. Fait que dès qu'on a reçu cet appel-là de Fred qui disait « Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous en vie? » Ben, on a dit « Tout est beau, tout est correct, mais on va revenir un petit peu plus vite qu'on pensait. Parce que... Vous avez marché plus vite? Vous avez trouvé des... On a fait des plus grosses journées, en fait. Fait que, au lieu de s'arrêter à 3-4 heures, mettons, là, on continue, puis on allait au village d'après pour pouvoir... parce qu'on aurait pu le faire en 2 semaines, mais on a décidé d'accélérer à la fin. Puis, moi, à travers ça aussi, cette période-là, j'ai attrapé des parasites, en fait. Puis, c'était pas des vers, c'était bactérien, mais... C'était quand même... C'était assez douloureux, la fin de cette expérience-là, pour moi. C'est pas le souvenir que j'en garde, là. J'en garde des très bons souvenirs, mais... J'avais hâte à la pharmacie, la petite pharmacie du village un petit peu plus gros à la fin de la trek. Là. Fait qu'on poussait un petit peu à ce moment-là. Puis c'est drôle parce qu'on dirait que mon esprit restait à Katmandou. Puis c'est drôle, la thématique de la maison a émergé. On dirait que je suis juste vraiment curieuse de comprendre. Quand tu perds ton abri, tu perds la nourriture, les gens s'aident solidairement. Mais dans les premières journées, est-ce que les gens se créent des abris, justement, des tentes de maison? Genre, vous avez dormi où comme... Quand c'est arrivé? Ben, tu sais, nous, à Pokhara, justement, les buildings n'étaient pas effondrés. C'est comme... Tout était encore là. On sentait que certains buildings étaient fragiles, qu'il fallait pas se tenir trop proche. Même... Il y a certains immeubles qui étaient fermés. Tu ne pouvais pas aller en haut parce que tu voyais qu'ils étaient croches. Mais nous, on avait déjà réservé notre hôtel et tout avant d'arriver à Pokhara. Fait que, tu sais, nos chambres nous attendaient. C'était pas un truc en hauteur. C'était comme un truc plus... Fait que, tu sais, on n'a pas souffert de... T'sais, on a toujours été dans un abri, une chance. Comme, on a vraiment été chanceux pour ça. Le choc qu'on a eu, c'est ça, c'est plus vers la fin. Avant de revenir au Canada, on est repassé par Katmandou, puis l'hôtel où on avait dormi à Katmandou était... Il n'existait plus. Genre. Ben, il était encore là, mais le quartier au complet était effondré. Là, fait que... Puis une partie, si je me souviens bien, puis peut-être je me trompe, là, mais
ça reste un peu vague cette période-là parce que c'était assez intense. Là. Mais une partie de l'hôtel, je pense, était effondrée. Ça, j'ai souvenir que partiellement, c'était effondré. Mais que l'hôtel est encore là, mais qui était fermé, barré, puis qui allait être détruit. Là, c'était pas stable du tout. Puis c'est sûr qu'il y a des images qui m'ont plus marqué là, du retour à Katmandou, là, des immeubles de plusieurs étages qui étaient en domino, à côté les uns sur les autres, là, qui tenaient un fil, puis la poussière aussi, il y avait de la poussière absolument partout, là, parce que disons que les normes de construction sont pas les mêmes au Népal, puis c'est beaucoup de la brique faite un peu à la main, ou ils ont leur méthode de construction. Puis ça avait généré énormément de poussière, là, il y en avait juste partout. Là, fait que ça, je m'en souviens. Puis ce qui avait été marquant aussi, c'est que il y avait des endroits historiques, là, vieux de plusieurs centaines d'années, qu'on avait visités juste avant. Que ça l'arrive, cet inventeur-là. Puis on était retourné après, puis c'était effondré, là, comme des choses vieux de centaines d'années, des temples, des choses comme ça. Puis là, tu y retournes, puis t'as été dans les dernières personnes qui ont vu ça, puis c'est effondré. Fait que ça aussi, c'était vraiment l'impermanence. C'est un concept qu'on peut comprendre, mais le vivre, là, puis voir aussi ce qui nous avait marqué, Fred et moi, Danny aussi, mais Fred avait fait une exposition photo là-dessus, il avait fait des photos par rapport à ça. C'était la résilience des gens aussi, là, de la rapidité qui se sont remis de ça pour juste continuer leur vie, puis construire, puis repartir. La résilience humaine est quand même impressionnante dans ces... Puis ça... À quel point, puis on le vit un peu avec le coronavirus, mais à quel point, dans une situation de crise, ça soude les communautés, là, puis l'entraide est comme... C'est vraiment impressionnant pour ça. Là. Je pense que, c'est... Selon notre vision de la réalité, on peut, dans un temps de crise, comme focusser juste sur ce qui va mal. Puis on dirait qu'on peut avoir aussi l'image perpétuelle de « Oh, il y a eu un tremblement de terre », puis tu imagines des gens en panique, puis des gens misérables, puis là, des gens qui... comme... Puis là, finalement, tu me fais réaliser que il faut... Il y a un moment comme... probablement comme atroce ou vraiment difficile. Il y a des gens qui vont décéder, puis il y a des emblèmes, des symboles, comme tu disais, des temples qui vont disparaître à jamais. Genre. Puis physiquement, puis j'imagine qu'il y a un deuil à faire de ça aussi, tu sais. Mais qu'il y a aussi c'est cet événement-là qui va amener un état, j'ai l'impression, de conscience puis de proximité avec les autres qui est comme plus grand que ce qu'on peut imaginer. Puis c'est ça la résilience, en fait, là. C'est l'idée que dans l'adversité, on peut apprendre puis le traverser, puis on va être encore plus fort après. Que l'humain, c'est pas quelqu'un qui, dans l'adversité, va juste tranquille, se fragiliser puis juste mourir. Genre, comme ça se peut, là, qu'il y ait des événements genre, qui nous affaiblissent, mais de manière générale, ce à quoi on survit, genre, c'est ça la résilience, c'est qu'on est encore plus fort après, puis on a tendance à avoir peur des défis puis des problèmes, mais en fait, c'est le moteur de la progression puis de la croissance. Puis on dirait que ça l'a changé, ça l'a flippé l'image dans ma tête de la scène. Là. Au lieu d'imaginer une scène, de juste imaginer les débris puis de dire « Oh my God, c'est terrible », mais de plus imaginer une scène où il y a aussi comme les gens qui se rapprochent, puis l'amour qui vient, puis le souci d'aider son prochain, puis d'aller aider sa famille. Puis c'est... Ouais. C'est quand même touchant. Puis je pense que ça me fait réaliser à quel point il y a tellement de thèmes dans notre discussion qui rejoignent des choses qu'on voulait parler aujourd'hui par rapport à nos maisons, à comment on vit. Tu sais, parce que je pense que la crise du COVID-19 touche tout le monde en ce moment de différentes façons. Tu sais, il y a des gens qui ont encore plus de travail qu'avant. Certains domaines, il y a encore plus de travail qu'avant, puis il y en a d'autres qui sont complètement arrêtés, qui sont à la maison, puis que des fois, c'est des vacances payées, puis des fois, c'est plus du chômage, il y a un certain stress par rapport à ça. Dans notre cas, moi, je travaillais déjà de la maison. Toi, en janvier, tu avais pris un emploi en développement web pour nous amener une certaine stabilité financière, parce que, genre, t'aimes ça aussi, faire ça, là, t'es bon là-dedans, c'est ton domaine. Fait que t'apprends énormément, puis ça te stimule beaucoup. Fait que là, c'est comme, finalement, tu revenais à la maison travailler avec moi, ce qu'on faisait avant, pendant 1 an. Puis, fait que même si nous, notre vie n'avait pas été la plus touchée, dans le sens qu'il y avait une certaine continuité, notre projet restait... Tu sais, notre modèle d'affaires qui est de partager du contenu grâce au numérique, des idées, puis comme, ça n'a pas été invalidé par la crise, tandis que certaines entreprises, genre,
leur business est juste plus fonctionnel en ce moment, absolument pas, tu sais. Puis ça nous touche particulièrement, de se dire, aïe, tu sais, t'as une passion, puis là, du jour au lendemain, tu peux plus la faire, puis tu sais pas dans combien de temps tu vas la reprendre, comme tout en culture, les salles de concert, les événements, les commerces de quartier. On a eu Sarah Saint-Arnaud comme juste avant justement la crise, avec le café Les Faiseurs, où en ce moment, comme, ben, c'est fermé, là, elle peut pas opérer, tu sais. Oui, puis il y a quand même un parallèle à faire avec un tremblement de terre, dans le sens où c'est moins tragique. Il n'y a pas de... Mais quand même, à cause de ce tremblement de terre-là, il y a des gens qui ont perdu leur business aussi. Là, que, bon, t'as ta petite épicerie, puis du jour au lendemain, elle n'existe plus. Là. Puis il n'y a rien que tu peux faire. Oui. Oui, puis comme là, on est dans une phase de la crise où comme, il y a une certaine stabilité. Comme je pense dans les 2 premières semaines, j'étais vraiment ébranlée. Là. Il y a une journée, j'ai comme pas une crise de panique, mais j'étais vraiment anxieuse. Puis je savais pas trop pourquoi. Parce que je me disais, mais ma vie est la même. Pourquoi? Puis là, tu te rends compte que c'est parce que tu es aussi inquiète pour les gens autour de toi. Puis là, le temps de réaliser que toi, ta job... Tu sais, parce que ton emploi, ça aurait aussi pu fermer, comme d'autres entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises dans les médias, dans le web, que les entreprises arrêtent temporairement. Fait qu'on savait... Comme on n'était pas si inquiet, mais on se disait peut-être que tu n'auras plus de job. Ou... Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes. Dans les premières 2 semaines de la quarantaine, disons. Oui, puis moi, j'étais particulièrement inquiète pour ma grand-mère. Parce que je me disais, ça serait... Moi, c'est ça, ma plus grande anxiété, c'était de penser aux gens qui allaient peut-être tomber malades, puis qui allaient être seuls, puis les familles qui n'allaient pas pouvoir aider leurs prochains. Ça vient me chercher vraiment, vraiment beaucoup. J'ai comme ému en parlant, mais... Finalement, la résidence où ma grand-mère est pas touchée pour l'instant, puis ils nous ont envoyé des photos, puis comme c'était sa fête il y a quelques jours, puis ils ont fait une petite carte virtuelle avec un chapeau, puis ils disaient « Bonne fête, Liliane », puis justement, tantôt, notre deadline, c'est que tantôt, on va aller skyper avec ma grand-mère. Comme la résidence a mis en place un système où les familles vont pouvoir skyper avec les personnes âgées, puis je trouve ça vraiment beau. Fait ça nous a quand même ébranlés parce que sur le coup, on voyait que quelque chose se passait, puis comme tout le monde, on suivait peut-être un petit peu plus les nouvelles, on voyait ce qui se passait par nos feeds de Facebook, puis on avait beaucoup la réflexion de c'est quoi notre vision maintenant du quotidien, qu'est-ce que ça implique sur nos vies, sur la vie des gens autour de nous, puis au niveau de l'entreprise, vers quoi on se dirige, tu sais. Parce qu'il y a eu, dans les jours suivants, les dernières semaines, comme un overflow de contenu en ligne, parce que soudainement, il y a plein de compagnies qui étaient déjà dans ce modèle-là, qui voulaient le rendre, tu sais, qui en faisaient la promotion. Il y a des gens qu'on suit que c'est ça qu'ils font, des formations en ligne pour s'entraîner, mettons, en forêt ou des affaires comme ça. Fait que là, ils peuvent rendre ça accessible, puis ça tombe à un bon moment pour les gens qui cherchent des idées. Beaucoup de médias qu'on suit qui partageaient des idées sur des activités à faire à la maison. Puis là, on s'est dit, ben nous, c'est quoi notre rôle là-dedans? Parce qu'on veut utiliser le web de manière consciente, puis on veut pas toujours être sur les médias sociaux, on cherche en fait à diminuer notre consommation des médias sociaux, mais en même temps, on veut reconnaître que c'est un outil incroyable pour archiver, pour connecter, puis pour archiver des idées, puis la rendre accessible à des gens même loin de nous. Fait puis là, finalement, je pense que notre réaction a été fidèle à nous-mêmes. Là, on est des gens... On aime réfléchir et prendre notre temps. Fait que, on n'est pas si trendy que ça. On n'est pas très trendy, puis on n'est pas comme très réactif dans le sens où... Je pense que moi, je suis très, très, très sensible. Fait que j'ai perçu ça, puis mon système nerveux s'est activé, mais ça m'a quand même pris 3 semaines pour commencer à faire du sens. Puis dire, OK, non, voici notre chemin. Puis notre conclusion, finalement, c'était que après 3 semaines, j'ai commencé à méditer vraiment plus, puis juste à me recentrer, puis dire, OK, ben voici les thèmes dont on veut parler. Puis, fait que, puis un de ces thèmes-là, c'est la maison. C'est la vie à la maison. Parce que ça, c'est un thème depuis vraiment, vraiment longtemps. T'sais, on dit avec Renard, on veut adresser le style de vie. On s'est rendu compte que le mouvement, c'est pas juste l'aspect entraînement, c'est pas juste comme la mécanique du corps, puis dire voici quel jeu à faire, mais c'est la vie moderne qui a été designée puis améliorée constamment pour que l'humain ait de moins en moins d'efforts à faire. Puis on n'a plus besoin de bouger pour vivre, tu sais. On n'est plus en mode survie. C'est ça qui est particulier, c'est que
j'ai l'impression que c'est intéressant de sentir un certain thrill en ce moment avec la crise, de se rappeler l'impermanence, puis que les choses peuvent changer, puis que la vie qu'on a connue sera peut-être plus jamais la même. On va avoir des deuils à faire parce qu'il y a des choses qui sont plus comme avant, mais il y a aussi des opportunités qui s'ouvrent, puis des choses que on va peut-être commencer à faire, puis on va se rapprocher de certaines personnes. Puis là, c'est de dire... on dirait que la crise, ça l'a fait shaker notre quotidien puis nos habitudes. Puis, depuis un moment, c'est ça, on réfléchissait à, le mouvement au quotidien, bouger, c'est pas juste faire plus d'activités physiques à quelque part dans son calendrier, c'est repenser comment on vit. Puis, certains piliers, c'est, oui, nos comportements, puis les activités qu'on fait, mais c'est aussi comment nos espaces de vie sont conçus. Fait que je pense pour ça que quand tu me racontais l'histoire du Népal, on dirait que soudainement, je commençais à plus m'imaginer aussi la réflexion de, OK, le besoin fondamental de s'abriter, ça ressemblait à quoi? Parce qu'en ce moment, c'est nos réflexions. Puis j'ai comme réalisé que si quelqu'un venait vers nous à ce stade-ci puis disait, ah, Marc-Claude, Vincent, vous vous intéressez au mouvement à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour bouger? Même si j'ai enseigné la balle molle puis je pourrais montrer plein de jeux à faire, puis que toi, tu sais jongler, puis tu disais, hey, je pourrais peut-être montrer comment jongler. On s'est rendu compte que c'est intéressant, puis c'est le fun, puis ça fait partie de notre quotidien, mais que on dirait qu'on voulait mettre le doigt sur une question comme juste fondamentale de... La relation que les gens ont avec le mouvement, en fait, puis pas... Puis la maison. Tu sais, dans le contexte aussi de la maison, parce qu'en ce moment, tout le monde est à la maison. C'est ça qui est particulier. C'est les gyms sont fermés. Ça fait comme 3-4 ans qu'on est là-dedans de dire comment bouger à la maison. Puis que là, les gens sont littéralement dans leur maison tout le temps. Puis comme tu dis, les services, normalement, où on va bouger, comme pour les enfants, souvent, c'est les écoles, les environnements sont fermés. Les environnements qui sont dédiés au mouvement, si on veut, sont fermés en ce moment. Que ce soit des gyms pour des activités spécifiques ou des gyms d'entraînement, si on veut. Les studios. Les studios d'entraînement, des choses comme ça. Tout est fermé. Fait que là, OK, mais comment on bouge? Ouais. Puis ça, c'est fermé. Puis c'est ça, puis on se dit, est-ce qu'il faut en parler maintenant, comme les façons de bouger pendant la crise? Puis on s'est rendu compte que notre vision, c'est de créer du contenu qui va bien vieillir dans le temps, puis qui va toujours être pertinent, puis qu'il y a des choses que le confinement en ce moment peut nous amener qui vont être durables. Puis c'est pas juste de mettre un plaster temporaire, mais en fait, pour revenir à si quelqu'un venait me voir et me disait comment on peut bouger à la maison, je leur enverrais pas un article d'un top 5 d'activités ludiques à faire parce que je me dis, si tout le monde est comme, leur système nerveux est activé puis ils ont cette peur-là toujours de jamais en faire assez puis il faut toujours en faire plus, je pense que je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu, je voudrais comme en fait apaiser les gens puis les inviter à se poser puis à dire, on va faire juste l'exercice de s'asseoir dans nos maisons puis d'observer puis de réfléchir à comment ta maison te fait sentir. Puis qu'est-ce que tu vois autour de toi, puis est-ce que tu sens que tu es capable de bouger librement dans ton espace. Juste ça, je pense que c'est le premier pas. Juste ça, de réaliser que la manière que nos environnements sont conçus influence nos comportements, influence nos émotions. Puis je pense que c'est des réflexions qu'il y a beaucoup en urbanisme en ce moment sur comment concevoir des villes qui mènent les gens à être plus actifs, moins dépendants de la voiture, où les piétons et les cyclistes ont une place dominante. Puis on a comme réalisé que l'espace comme la maison n'est pas encore adressé pleinement. Puis que jusqu'à maintenant, la maison, c'est ça, dans un contexte de survie ou juste même la vie moderne, la maison, c'est là pour se protéger. Protéger sa famille, protéger tes biens, te reposer parce que la vie extérieure en général, c'est là que l'espace, c'est plus ça l'aventure puis le chaos. Mais c'est comme si la vie moderne maintenant, on n'a plus besoin d'être dehors pour vivre. Fait qu'on est vraiment, vraiment beaucoup à l'intérieur. Puis je pense que le confort amène aussi une certaine léthargie puis une perte de sens, genre. Comme il y a deux pôles, on en parle souvent de l'ordre et du chaos. Puis il faut toujours une danse entre les deux parce que quand c'est trop chaotique, puis ta vie est toujours chamboulée, c'est dur pour le système nerveux de toujours naviguer dans l'inconnu.
Mais quand ta vie est trop confortable, ça amène une certaine lourdeur aussi, puis une certaine peut-être apathie. Puis si t'as pas de challenge, genre t'es pas nécessairement driven non plus à améliorer les choses. Faut que tu arrives à laisser une place au challenge puis à l'inconfort dans ton quotidien, ultimement. Ouais. Fait que concrètement, comment ça s'articule pour les maisons puis le rapport au mouvement, pour les gens qui disent vous allez avec ça. Mais c'est que concrètement, c'est ça, l'humain, on en parle beaucoup dans notre premier livre du club de lecture de Renard, qui est le Movement Matters de Cathy Bowman. C'est vraiment elle qui m'a fait réaliser ça. Si on regarde autour de nous, puis notre appart, c'était, je dis mon parce que j'ai habité ici avant que ça m'énerve. Mais c'est classique, là. Si on regarde autour de nous, c'est fort probable que votre plus grande pièce, il y a un divan. Je pense que les jeunes de notre âge ont de moins en moins de télé parce qu'on vit beaucoup sur nos ordi, mais peut-être une télé. Fait que la plus grosse pièce, la pièce centrale, va accueillir un meuble genre qui a un divan. Puis probablement que la cuisine, la salle à manger, ben il y a une table avec des chaises. Puis peut-être que dans votre chambre à coucher, ben ça, c'est un lit surélevé ou genre un autre espace de bureau avec d'autres chaises. Puis moi, ce que j'ai réalisé, c'est que l'humain veut être confortable. On est programmé pour chercher à être efficace et à bien conserver notre énergie parce que dans la nature, l'énergie, c'est précieux. Puis on la dépense pour, justement, construire des abris, se nourrir, des trucs fondamentaux. Fait que le reste du temps, tu veux pas dilapider ton énergie inutilement. Fait que tu te crées un confort autour de toi. Mais là, on se met à réaliser qu'on peut fonctionner au quotidien sans presque jamais être debout. On est couché, on se lève le matin, on va à la cuisine, on se fait notre déjeuner, on s'assoit à la table de cuisine. On se relève, on va aller s'asseoir à notre bureau. Comme on se relève, on s'en va prendre l'autobus, on s'assoit dans l'autobus. On se rend jusqu'au bureau, on s'assoit au bureau. Toujours la même position. Pas qu'être assis, c'est mal, mais être perpétuellement assis. Constamment assis. Si on était constamment debout, ça serait pas mieux non plus. Si on était constamment couché, ça serait pas mieux non plus. En fait, c'est pas être assis qui est le problème, c'est plus l'immobilité générale. Puis là, à partir du moment où tu vois ça dans la séquence, dans ta journée, c'est comme, je me lève un peu, je m'assieds, je me lève un peu, je m'assieds. Parce que notre environnement nous invite à nous asseoir. Là, c'est qu'on peut commencer à jouer avec ça. Oui, c'est ça. On a réalisé que, oui, notre environnement nous invite à s'asseoir puis nous invite au confort, mais il n'y a rien qui nous empêche de changer notre environnement. On a le contrôle sur notre environnement, tu sais. Puis c'est de commencer à s'amuser avec ça, puis au lieu de se forcer à sortir du confort pour aller bouger, c'est de peut-être amener un petit peu d'inconfort dans nos habitats et notre quotidien pour qu'on n'ait pas le choix de bouger, en fait, pour réaliser, pour vivre. Ça devient même plus de l'inconfort, ça devient quelque chose de stimulant. Tu sais, comme si on on flippe le mot, là, ce qu'on jugeait avant inconfortable de dire là, je vais pas être debout, c'est chiant, whatever. Mais maintenant, c'est de le voir comme une opportunité de mouvement puis une opportunité de juste bouger. Puis ça nous donne des capacités, là. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque constamment, en fait. Qu'on a remarqué aussi vite qu'on a commencé à jouer avec notre environnement, tu sais, de s'asseoir par terre. Il y a des gens qui sont incapables de rester assis par terre. Tu sais, si on... Incapable dans le sens que ça va être dur de squatter ou s'asseoir ou ça fait mal aux... Mais là, nous, en ce moment, la majorité de nos activités quotidiennes sont soit debout ou assis par terre, ou on est plus en contact avec le sol maintenant, ce qui fait que, comme en ce moment, ben, tu sais, on n'a pas de problème à être en indien pendant une longue période de temps, ou même de squatter. Puis, tu sais, hier, on a passé la journée à faire un casse-tête au niveau du sol. Tu sais. On n'était pas assis devant une table avec le casse-tête devant nous, mais on changeait nos positions constamment, puis on allait mettre des morceaux de casse-tête, puis on bougeait, puis... J'ai fait mal au cou parce que quand même, d'heure, là, c'est un 2000 morceaux. Des fois, on va aller prendre des pauses. J'ai dit, aller marcher en après-midi. Mais ouais, c'est fait que, tu sais, concrètement, dans le fond, comment... À partir du moment, en fait, où il y a eu l'étincelle de dire OK, nos maisons sont conçues pour être confortables. Puis je comprends pourquoi on en est rendu là. Tu sais, pour moi, c'est pas... tu sais, il y a des gens qui vont le formuler en négatif et dire l'humain était paresseux. Moi, j'aime plus dire que l'humain est ingénieux. Oui, absolument. Puis qu'on a juste excellé à améliorer nos environnements. On est très créatif. On est très créatif, puis il faut alimenter ça, mais il faut l'alimenter dans une direction qui nous est profitable, bénéfique. C'est un peu comme on vit en ce moment avec la nourriture aussi, plus globalement, de dire que
on peut être très créatif puis créer des produits très denses caloriquement. Ouais. Puis très goûteux. Mais là, on se rend compte que ça, c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour notre santé, tu sais. Ouais. Puis c'est la même chose avec le fait d'extraire le mouvement le plus possible. C'est confortable, puis on est vraiment créatif pour amener des solutions pour le faire. Mm-hmm. Mais comme pour la nourriture, on se rend compte que il y a un revers de la médaille à ça, tu sais. Oui, parce que ça a atteint un seuil où ça nous nuit parce que les statistiques mondiales des pays industrialisés sur le niveau d'activité physique des gens, on n'atteint pas les seuils minimaux. Puis ça va pas en s'améliorant, dans le sens que naturellement, on continue de se diriger vers une société de plus en plus confortable. Il faut trouver une façon de renverser la vapeur. Fait que je pense qu'au niveau comme municipal, au niveau des gouvernements, il y a comme cette conscientisation-là que faut repenser comment nos villes sont aménagées puis comment on amène les gens à être plus actifs. Puis nous, on l'adresse beaucoup du point de vue individuel, de dire, je regarde ma petite maison, mon espace de vie, ça sur quoi j'ai un certain contrôle. Puis à partir du moment où tu te poses la question puis que tu te dis, hey, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans nos maisons que c'est des conventions. C'est pas des lois qui nous disent, vous devez avoir un divan. C'est juste la représentation classique d'un lieu. Tu sais, quand on pense je repense à des émissions de télé comme Friends ou que, genre, le salon, c'est un lieu de rassemblement incroyable. Puis énormément de scènes dans la culture populaire se passent là parce que c'est convivial. Mais là, tu te dis, OK, comment est-ce que je peux garder... Le but, mettons, du salon, c'est d'être convivial. Comment est-ce que je peux garder cette essence-là sans le divan? Tu sais que le divan, c'est juste une des formes, mais c'est pas une loi qu'il faut avoir un divan. Puis qu'à partir du moment où tu commences à jouer puis dire tout ce qu'il y a entre les murs de notre maison, c'est juste des conventions. Puis je comprends pourquoi on est rendu là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Puis il y a d'autres cultures aussi qui nous ont inspirés, là, comme ma belle-sœur a vécu au Japon, puis elle, dans son salon avec mon frère, ils ont une table basse pour manger. Puis un jour, j'étais chez eux, puis on mangeait à la table basse. J'ai full aimé ça. J'ai fait, c'est le fun, tu sais. Fait que je suis revenue à la pâte, puis on a coupé les pattes de la table. Puis on a trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on a commencé tranquillement à regarder tout, puis on vous invite à le faire aussi. Là, comme asseyez-vous dans chacune de vos pièces. Dites-vous, comment je me sens ici? Est-ce que c'est une pièce qui vous donne envie de prendre du repos puis de vous apaiser, ce qui est super important aussi parce qu'il On a des pièces pour ça, nous aussi. La pièce qu'on est en ce moment, c'est pas une pièce nécessairement liée à l'activité et l'intensité. C'est plus quasiment une pièce pour s'étirer, puis relaxer, puis se reposer. Il y a des livres, il y a un tapis, il y a des plantes. Le soir, dans le fond, un truc qu'on a fait, c'est qu'on s'est débarrassé de notre base de lit. Ben, ça faisait un moment, en fait, que mon matelas était au sol. Mais là, on a remplacé le matelas au sol par un futon japonais plus mince puis plus léger qu'on peut plier puis ranger dans le garde-robe que vous voyez la porte en arrière. Fait qu'en journée, en fait, cette pièce-là est complètement libre. Puis quand c'est le temps de se coucher, on sort le matelas. Fait que ça, c'est plein de petits exemples de choses que ça devient super le fun de se dire, OK, comment je me sens ici, puis qu'est-ce que je peux changer? Parce qu'on a complètement le pouvoir de reconcevoir nos espaces. Puis tu sais, on a remarqué assez vite que, bon, en configurant la pièce comme ça, avec un matelas qui peut se ranger pour libérer la pièce, ça nous enlève aussi le besoin d'avoir des tables de chevet. Ou d'avoir un gros espace avec un meuble qui est là, qui prend la place. Tu sais, si on avait un lit ici, le 3/4 de la pièce, ce serait le lit, puis il n'y a rien à faire quand on dort pas. Là. Fait que ça revient, il y a comme un ripple qui se fait, une vague qui part, puis qui te fait reconsidérer aussi les autres choses qui, par défaut, sont dans cette pièce-là. Tu sais, comme, il y a le divan, OK, mais il y a d'autres choses à côté du divan aussi qui sont là à cause du divan, dans le sens où... Une table d'appoint, c'est ça. Une table d'appoint, une table à côté pour mettre une lampe. Tu vas avoir, tu sais, un meuble pour la télé pour la surélever. Fait que là, c'est vrai. Tout ça vient du fait que tu es assis sur un divan. C'est la même chose pour le lit aussi, de dire comme tu lèves tout le reste parce que ton lit est élevé de niveau du sol. Puis il est élevé parce que tu peux juste baisser tes fesses, tu es déjà assis sur ton lit. Puis t'es comme, c'est le confort absolu. Je pense qu'il y a quelque chose qui a flippé dans notre tête où, au lieu de voir le luxe
comme le confort ultime, puis de dire, c'est ça, l'humain est ingénieux, fait que le but, c'est de faire le moins d'efforts. On est émerveillé de plus faire d'efforts, de « Oh yes, je vais sauver du temps là, je vais... » On pèse un bouton, puis tout se fait tout le fait pour moi, genre. Puis il y a quelque chose qui a flippé de dire, maintenant, ce qu'on voit, le luxe, c'est de vivre dans un environnement qui nous fait sentir bien, puis qui nous fait bouger, en fait, de manière différente, puis c'est ça qu'on voit comme l'ultime enrichissement. Ouais, c'est vraiment ça qui est l'absurdité aussi qu'on a réalisé de dire à la maison, notre but ultime, là, c'est d'optimiser pour qu'on fasse le moins d'efforts possible. Mais après, on paye pour aller faire du spinning dans un gym pour dépenser de l'énergie qu'on a en trop. Puis là, on était comme... Mais c'est comme un peu... Là, j'y pense parce que je vois plein de plantes autour de nous, mais dire que c'est comme si on enlevait le plus possible de nature de notre maison, puis qu'après ça, on payait vraiment cher pour aller en forêt, tu sais. Alors que tu peux juste amener des plantes dans ton quotidien. Puis ça n'enlève rien à la forêt puis à la campagne, whatever, mais... De peut-être moins séparer les choses, Exact. Moi, je pense que ça nous intéresse aussi d'enlever les frontières entre les espaces, parce qu'on pense aux espaces de vie, puis c'est comme... C'est ça, la nature, c'est la forêt, puis c'est la nature pure, sans personne, puis je veux la paix quand je vais faire du camping, puis la maison, c'est le lieu de ci, puis comme... pour bouger, c'est au gym, puis mes enfants, c'est comme dans les cours d'éduc, puis dans les cours de sport, whatever. Puis c'est comme tout isolé, puis c'est commencer à enlever les frontières, puis dire non, on veut vivre entouré de nature. Puis nous, notre conclusion, c'est qu'on n'allait pas, du moins pour l'instant, aller vivre sur une terre ou en forêt, pour différentes raisons. Fait que temporairement. Puis notre but non plus, c'est pas, parce que là, on n'a pas de voiture. Fait que l'accès à la nature, c'est sûr que c'est plus limité. Puis on s'est dit, on va pas s'acheter une voiture pour sortir de la ville. En tout cas, pas en ce moment. On pourrait même pas se le permettre, en fait. C'est pas... Fait qu'on s'est dit, OK, comment on amène la nature à nous, finalement. Puis, ça revient à créer de l'harmonie, si on veut. Tu sais, c'est puissant de séparer les choses. C'est puissant aussi de les unir. Tu sais, mais en même temps, si cette pièce-ci a quand même une essence, puis un but, puis c'est une pièce pour se reposer plus, pour se concentrer, pour méditer. Mais tu sais, si on commençait à manger dans cette pièce-ci, puis à travailler dans cette pièce-ci, comme il faut quand même se garder, il y a une essence à chaque pièce, mais c'est de revoir... Que ça devienne un choix conscient. Oui, c'est ça. Ouais. Puis que de questionner les limites qu'on s'est mis dans notre tête, puis de les briser, puis que si on recrée quelque chose, parce que tu as raison, cette pièce-ci... on travaille généralement pas dans cette pièce-ci, puis ça fait que quand on se couche le soir, on dirait que le corps entier puis l'esprit sait qu'on est là pour se reposer, puis on s'endort tellement bien maintenant, comme on a une routine où on essaie 1 heure avant de se coucher de ne pas regarder les médias sociaux, puis souvent on va comme juste décompresser, lire, boire un thé, lire un livre, puis on dirait que tout ça, c'est des mécanismes qui fait que quand 9 heures arrive, qu'on commence à baisser les lumières, le corps suit puis ralentit. Fait que c'est vrai que si on faisait tout dans chaque pièce, ça serait mélangeant. Oui. Je sens que même si on vivait dans une pièce, les 4 coins c'est auraient ça. une essence différente. Oui, c'est ça. À chaque espace, il y aurait comme des sections. Puis je pense que ça, c'est un bon truc. Là, c'est de dire... Fait qu'il y a comme une phase où il faut comme briser les frontières. Comme il faut briser les cadres mentaux qu'on s'est créés de dire... Puis parce qu'une fois que tout est défait, là, on peut reconfigurer les choses de manière consciente. Puis là, ce qu'on va recréer puis remodeler, ça va être en fonction de nos valeurs puis de ce qu'on aime. Puis il faut aussi garder en tête que quand quelque chose, finalement, ne marche pas ou comme... on peut juste remodeler les choses puis retester. Parce qu'avant, notre lit était dans l'autre pièce. On a des photos sur le site web, on a une page qui s'appelle justement Notre maison, puis il va falloir la mettre à jour parce qu'à ce moment-là, comme notre lit était dans l'autre pièce, parce que c'est une pièce au centre de l'appartement, fait qu'il y avait moins de bruit, il y avait moins de lumière et tout. Puis là, finalement, la vie change en fait, puis Vince est venu travailler à la maison, puis on voulait travailler ensemble, fait qu'on s'est mis, on a mis nos bureaux maintenant dans la pièce où on dort, puis je pense que ce qu'on aime aussi d'avoir du mobilier qui est moins massif, c'est que souvent, on va trouver du mobilier qui est massif puis qui peut aller des fois juste à un endroit dans l'appart ou dans la maison. Parce que même, il y a des mobiliers sur mesure qui sont faits juste pour aller à un endroit. Mais on s'est rendu compte que dans notre cas, ça alourdit beaucoup puis tu as moins de flexibilité. Fait que maintenant, on essaie toujours d'avoir... On s'est débarrassé d'énormément de mobilier, premièrement. Puis maintenant, quand on rajoute des choses, on essaie de rajouter des pièces qui sont mobiles. Fait qu'on a des meubles puis on a des items, mais
ils sont mobiles puis ils peuvent être reconfigurés puis transférés de pièce en pièce. Ouais, super facilement. Puis ça, il y a quelque chose de vraiment le fun. Puis je pense que c'est un concept fondamental de ce qu'on veut appeler maintenant une maison vivante. Mm-hmm. C'est quoi une maison vivante? C'est comme les habitants, comme des humains qui sont comme stimulés puis dynamiques. Puis que la maison en soi, comme elle a une âme, puis les choses peuvent bouger. Mm-hmm. C'est pas une maison comme un musée que chaque chose va rester à sa place pendant 20 ans, puis on redécore à chaque décennie. Fait que je pense qu'on a beaucoup de plaisir à faire ça maintenant, puis puis qu'on est guidé par ce qu'on aime faire, puis pas par la convention de... Parce que pendant un certain temps, j'ai eu la table basse, mais j'hésitais quand même, parce que je me disais, ben là, quand on va avoir de la visite, qu'est-ce qu'on va faire, puis tout. Puis t'as plus pensé à des solutions, là, parce que finalement, nous, on est assez casaniers, puis on ne reçoit pas tant de visites. On va plus prendre des cafés habituellement. On va plus aller à l'extérieur pour partager des repas ou des cafés avec les gens. Ça, c'est vrai, oui. Ça nous arrive d'inviter des gens ici, mais en tout cas. Mais c'est vrai que si on était un couple que la vie sociale, c'est super important, puis qu'on aime ça, accueillir les gens puis les inviter, parce qu'il y a des maisons, il y a des apparts qu'on dirait que c'est des lieux de rassemblement, puis c'est le cœur de certains cercles d'amis, où c'est la place où les gens se rassemblent. On aurait sûrement configuré les choses différemment, tu sais. Ouais. Pour que ça concorde avec nos valeurs et notre style de vie. On a fini par faire un espace qui nous ressemble, en fait. Avec une pièce comme ici, mais aussi une pièce, le bureau qu'on appelle. Ici, on l'appelle le boudoir, mais l'autre pièce, il y a nos 2 bureaux qu'on peut varier la hauteur, déjà, à la base. On travaille debout si on veut. Puis, c'est une pièce plus pour le travail. Puis, bon, il y a l'espèce de salon qu'on a, que c'est plus créatif, puis il y a beaucoup d'items pour bouger, justement. Exactement, il y a un jeu de d'or, il y a des trucs de jonglerie, des kendama. Là, il y a en fait, on tourne pas l'épisode dans la pièce qu'on tourne d'habitude, parce qu'il y a un énorme casse-tête de 2000 morceaux qui est pas terminé parce que ça prend beaucoup d'heures. Fait qu'il y a encore partout sur le plancher, sur la table, sur notre table basse, fait que on le fait pas là, mais d'habitude, c'est comme... On a une table haute où on fait le podcast, puis moi, ça me sert aussi de bureau de travail en journée des fois. Fait que tout est mobile. En fait, cette table-là, la table du podcast, est comme soit collée au mur ou soit on le met au centre de la pièce pour faire le podcast. Fait on est vraiment heureux parce que je pense qu'un des réflexes, tu sais, quand on parle d'une société où c'est jamais assez, je pense que c'est ça la difficulté de la société de consommation, c'est qu'une des réflexions, c'est de dire OK, il manque d'espace, fait que j'ai besoin de plus grand. Tu sais, j'ai besoin d'un condo plus grand, j'ai besoin d'une maison plus grande, puis on sent que c'est spécial, mais comme nous, j'ai un appart, ça va faire 8 ans que j'habite ici, puis j'espère juste rester encore vraiment longtemps ici parce que j'aime le quartier, puis cette vie-là, comme l'emplacement de l'habitation, pour moi, est rendu plus important que juste aussi la taille ou l'esthétique de mon habitat. Puis il y a une chose que j'aime dans cet appart, c'est il y a une bonne luminosité, parce qu'on a 2 puits de lumière. Il y a une bonne luminosité, puis maintenant qu'on commence à jouer avec les pièces, comme on dirait que c'est vraiment chez nous, c'est ce sentiment-là que c'est chez nous, puis que j'aspire plus à avoir toujours plus grand. Un des réflexes maintenant, un autre truc qui a flippé dans ma tête, c'est de dire... Puis ça, je pense que c'est Marie Kondo qui a amené ça, là. C'est de dire, au lieu de se dire, ben, c'est dans cette mentalité-là de toujours en vouloir plus, puis que de... Comment dire... Elle m'a vraiment fait réaliser que le rangement, puis créer des espaces comme bien organisés, c'est pas de prendre tout ce que tu as puis de bien le classer dans des belles petites boîtes, mais c'est de... La première étape, c'est d'épurer. Puis de laisser aller tout ce qui t'anime pas. T'sais. Pour elle, c'est la joie. Si tu regardes quelque chose puis ça t'apporte pas de la joie, peu importe c'est quoi, comme laisse-le aller, tu sais. Ça devient... C'est un peu spirituel dans un sens. C'est comment les choses te font sentir. Comment un objet te fait sentir, comment une pièce te fait sentir, parce que bon, c'est un peu kitsch, là, mais tu sais, la maison, c'est pas juste physiquement le bâtiment, c'est les gens qui sont... C'est plus un foyer, là, en anglais, ça serait home, là. La différence entre house et home. Là, mais en français, c'est plus un foyer, de dire comme, oui, c'est le quartier, c'est plus tu te rapproches de ce foyer-là, plus il y a du meaning. Puis justement, dans la pièce où tu dors entouré d'objets qui ont une histoire, ben c'est un concentré de ton foyer. C'est là mais reste que ce foyer, cette pièce-là est dans une maison, qui est dans un quartier, qui est dans une ville, puis
Ouais, c'est fractal, si on veut, tu sais. Oui, vraiment. Puis de se dire, parce qu'on essaie de définir c'est quoi la maison. Puis il y a la maison physique, comme tu dis, la charpente, tu imagines un toit avec des murs. Puis finalement, je me rendais compte que c'est plus un sentiment d'être chez soi parce que ça, comme ce qu'on considère notre maison, des fois, on va dire, ben Montréal, c'est ma maison, c'est mon lieu de vie. Le Québec, c'est. Puis t'as comme, avec plein d'échelles, t'as un sentiment d'être chez toi. Puis ça, c'est vraiment précieux à alimenter. Puis que dans certains cas, comme la frontière entre l'intérieur puis l'extérieur, nous, on veut un peu le questionner, justement, de faire amener de la nature. Puis après, on s'intéresse aux ruelles vertes à Montréal parce que c'est l'équivalent des cours extérieurs. Mais c'est un espace public, mais c'est aussi un espace privé en même temps où on peut avoir un attachement puis aménager des choses. Fait que là, la frontière entre ce qui est à moi, ce qui est à l'extérieur, ce qui est du domaine public, l'intérieur, comme on trouve que c'est des frontières qu'on veut questionner dans les prochains temps. Puis amener ce sentiment-là d'être chez soi au parc, tu sais. Puis dire, ce parc-là, comme c'est un espace public, mais je l'apprécie fondamentalement, puis ça fait partie de mon habitat. C'est justement la relation que tu développes avec ces habitats-là. Si tu fais juste passer en voiture devant le parc une fois de temps en temps, c'est pas la même chose que si tu vas t'accoter sur un arbre qui est dans ce parc-là. Tu développes une relation avec cet arbre-là, veux pas. Là, il commence à avoir du meaning derrière cette plante-là. La même chose que, tu sais, encore une fois, je regarde les plantes autour de nous, mais c'est pas juste des plantes. Ils ont pas on n'a pas la même relation avec ces plantes-là que des plantes qu'on trouve dans la rue ou whatever. Tu sais, c'est comme, ils sont dans notre chambre où on dort, ces plantes-là. Tu sais, c'est nos plantes. Il y a une histoire, on les a vues pousser comme... Les plantes ont des personnalités, puis c'est drôle parce que cette semaine, on va aussi parler avec Sarah Naguet de Miss Boone, justement, des plantes d'intérieur. Puis moi, ce qui me fascine, c'est qu'avant, les plantes, c'était juste décoratif. Là. C'était ça ramassait la poussière, puis t'as des plantes intuables, puis t'oublies des arrosés, puis sont encore là. J'ai une plante, je me rappelle même plus de quand j'ai eu, puis ça doit faire au moins plus que 10 ans que je l'ai. C'est une langue de belle-mère. Non, c'est un palmier. Le palmier, oui. Le palmier il est comme inébranlable. Puis là, maintenant, justement, quand tu as des plantes qui sont bébés puis tu les vois grandir, il y a une histoire qui se crée autour de ça. Mais ça me fait penser au parc Jarry, justement, parce qu'on habite à côté. Quand tu parlais tu t'attaches aux choses que tu vois quotidiennement puis tu prends soin, mais il y a le plus gros arbre du parc. 2 étés peut-être, qui a été coupé. Je pense qu'il était malade ou je sais pas si c'est la grille du frein. Genre, je me rappelle plus de la raison, mais moi, je me rappelle que quand j'allais au parc, c'était mon arbre préféré, puis il est tellement majestueux. Là, il était immense, genre. C'était tellement beau, puis il a été coupé. Puis ça m'a rendu vraiment, vraiment triste. Ce que j'ai apprécié, c'est que la ville, de ce que j'ai compris, avait envoyé un message aux résidents proches pour les aviser que l'arbre allait être coupé. Puis pourquoi? Justement parce que je pense qu'ils savaient que c'était un emblème. Il y a beaucoup de gens qui étaient en relation avec cet arbre-là, que il y a des gens qui toute leur vie, du moment où ils sont enfants jusqu'à temps qu'ils soient, tu sais, comme c'était vieux comme arbre, là, fait que cet arbre-là fait partie de la vie de certaines personnes. Fait que de le couper, c'est sûr que c'est déchirant, mais ça revient un peu encore à l'impermanence. C'est d'être reconnaissant pour ces choses-là qui ont du meaning dans notre vie. Quand tu les as. Puis d'accepter que ces choses-là vont disparaître éventuellement. Là. Puis, fait que moi, ma relation aux objets a commencé à changer grâce à Marie Kondo, ou à prendre une certaine forme de minimalisme, mais elle met pas un nombre, tu sais. Je sais qu'il y a des minimalismes extrêmes qui disent « faut que tu aies 5 ». J'avais déjà entendu ça. J'ai juste 10 objets, puis il y a une certaine fierté à avoir peu d'objets. Et puis j'ai réalisé que moi, ça me drivait pas ça, parce que tu te sens toujours comme qu'est-ce qui est superflu, qu'est-ce qui est essentiel. Je me suis rendu compte que cette frontière-là c'est juste une question de valeur. Il n'y a personne qui peut prouver objectivement que tant d'objets, c'est eux les essentiels. Parce que sinon, comme on pourrait aller... On a eu la discussion l'autre jour. On pourrait aller vivre dans une tente, dans un champ. Est-ce que c'est ça, comme être le plus minimaliste, le plus essentialiste, c'est le retour à la terre et à la vie sauvage complète? Ben, peut-être pas. C'est une facette un peu matérialiste là, de voir les choses. C'est comme de dire « Ah, je mange 500 calories par jour », mais ça ne dit pas c'est quoi... Que tu manges. Est-ce que c'est un repas que tu as fait ou c'est de quoi que tu as acheté dans une épicerie? Tu sais,
c'est de voir la vie un peu seulement matérialiste, de dire j'ai 10 objets, OK, mais c'est quoi la relation que tu as avec ces objets-là? C'est quoi? Est-ce que ça te rend plus heureux? Est-ce que essentiel, c'est la quantité matérielle de choses que tu as ou la qualité des relations que tu as avec ces choses-là, tu sais? C'est vraiment une bonne réflexion. Puis finalement, on s'est rendu compte que nous, notre ligne de ce qui est essentiel ou pas, on n'a pas la même. Parce que moi, j'ai plus d'objets. Puis encore là, je suis assez minimaliste, mais toi, c'est comme... Zéro. Comme... Tu développes des relations plus facilement que moi avec des objets. Puis toi, ta vie rentre dans un sac à dos. Quand tu as aménagé avec moi, tu vivais dans ta vanne. Puis ton déménagement, c'était réellement... Tu as amené ton sac à dos dans la vanne. J'ai amené une boîte de puis une boîte de bébelles. Donc, tu t'es départi parce qu'il y avait des pots de camping. Puis je pense que toi, tu as un certain plaisir à te détacher de l'objet puis à dire « je peux vivre avec le moins possible ». Puis ça te drive, puis parfait. Puis moi, j'ai plus un sentiment émotif aux objets où, tu sais, dans les trucs derrière, ce qu'on voit, comme j'ai une horloge à mon grand-père, puis... Il y a tout a du sens aussi. Exactement, puis je trouve ça le fun de regarder chaque objet puis de dire, je sais pourquoi il est là. Ouais. Puis de me départir justement de qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses que c'est un bibelot puis c'est une cochonnerie qui ramasse la poussière versus une chose qui... Tu sais, l'horloge à mon grand-père, elle fait tout le temps tic-tac, tic-tac, fait que finalement, on s'en sert pas, mais je suis contente qu'elle est là parce qu'elle me rappelle mon grand-père, tu sais. Mais c'est quoi la différence entre un objet que tu regardes puis ton cœur se remplit de joie versus un objet que c'est une cochonnerie que tu accumules puis que tu laisses ça pour des raisons purement esthétiques, mais la façon que ça te fait sentir, c'est pas pareil. Là, ça devient vraiment intéressant, tu sais. Mais ça revient à ça, à comment ça vous fait sentir. Comme on a souvent tendance à penser à nos habitats de façon à de quoi ça a l'air. À quoi ça ressemble, puis de penser au design en termes de couleur des murs, de quel beau divan on va prendre, quel beau meuble on va prendre, mais essayer d'amener la réflexion de comment vos espaces vous font sentir. Puis je pense que c'est la réflexion qu'on veut aussi amener par rapport à bouger, au mouvement. Au lieu de comme... Puis je pense que c'est une obsession que j'ai eue aussi, puis que j'ai encore, que je dois de contrôler, c'est de réfléchir à comme, de quoi on a l'air. Ou même quand on fait du yoga, il y a une perspective où des fois c'est plus mécanique, puis il faut que ça ait une certaine forme, puis il faut être capable de faire un handstand, de laisser ça aller, puis de plus se recentrer sur comment on se sent dans notre corps. Puis comment ce qui nous entoure nous fait sentir, puis comment on crée quelque chose qui nous fait sentir bien au quotidien. Je pense que c'est plus ça le but, tu sais, c'est un bon défi là, parce que l'activité physique est articulée souvent de manière quantitative, encore une fois, de dire qu'il faut bouger tant de minutes par jour, tant de jours par semaine. Mais ça ne parle pas de la qualité, de comment tu te sens quand tu fais ces activités-là, de parler de calories comme pour la nourriture, en fait. Là. Comme pour la nourriture. Puis c'est que je pense pendant des années, il y a eu cette réflexion-là de penser en termes de macros, glucides, lipides, protéines, il faut manger tant de calories. Puis il y avait moins de questionnement sur... ces calories-là, c'est-tu comme 50 calories de sucre blanc ou c'est comme 50 calories de gruau biologique cueillis, genre, tu sais, comme à cultiver au Québec, genre. Tu sais, c'est pas la même game. On se rend même compte qu'au-delà des aliments que tu manges, c'est dans quel contexte tu manges, avec qui tu partages ta nourriture. C'est comment tu te sens quand tu manges, c'est plus que ce que tu manges. Absolument. C'est tout ce qui entoure ce moment-là, tu sais. Oui. Puis de se rendre compte que quand on a commencé à questionner notre alimentation, puis tu commences à réfléchir plus en termes de calories ou en termes de portions, de faut que je mange ci, faut que je mange ça. Parce que moi, on a testé toutes sortes de modes alimentaires. Puis moi, il y a même une phase où je l'ai vécu, puis je suis contente de l'avoir faite. Avec mon entraînement en powerlifting, je faisais aussi un journal alimentaire, puis je mesurais, puis je pesais tout ce que je mangeais. Puis je suis contente de l'avoir faite parce que ça m'a fait un peu un portrait de mes habitudes, puis ça m'a obligée à réaliser comme tout ce que je mangeais. Mais ça amène aussi une portion où tu es détaché de la nourriture parce que là, tu es comme, OK, il faut que je mange tant de macros, il faut que je mange tant de grammes de protéines. Puis là, tu vois ton poulet comme une portion de lipides, puis une portion... Puis, des atomes. Ouais, c'est ça, comme versus de réfléchir à, ton poulet, il vient d'où, puis qui l'a comment il se sentait, le poulet, quand il n'était pas dans ton assiette. Puis là, après, ça te fait remonter cette toile-là où tu réalises que t'alimenter, c'est pas juste des calories, puis l'aliment, c'est d'où il vient, c'est quoi la terre qui l'a accueilli, c'est quoi est-ce que le sol était en santé, puis comment il s'est fait transporter, puis penser à tous les humains qui sont derrière le plat que tu manges, puis d'être reconnaissant de tout ça. Puis je pense que c'est la même chose avec le mouvement où faut que
questionner. Il faut amener des questions profondes sur toute cette toile-là, genre humaine, d'installation, puis de choses qui font qu'on va bouger ou pas, ou avoir envie de bouger ou pas dans une journée. Tu sais, on en parlait l'autre fois, puis l'humanité commence à comprendre en ce moment que c'est essentiel, en fait, le mouvement. Puis on apprend à... comment dire? En ce moment, c'est un peu comme si on nous disait, on sait que ça goûte pas bon, le mouvement, mais il faut en manger. C'est ça la point. Tu sais, c'est comme si on découvrait qu'on devait manger alors qu'on le savait pas, puis là qu'on se mettait à manger absolument n'importe quoi ou des choses pas bonnes, parce qu'on se dit c'est important. La priorité, c'est de manger, c'est pas ce qu'on mange, c'est pas comment on se sent quand on mange, alors que là, nous, c'est de dire, OK, non, mais nous, à travers notre expérience, ce qu'on a vécu, c'est qu'on sait que le mouvement, ça peut goûter délicieux. Fait qu'aussi bien commencer à trouver des recettes ou juste des principes pour rendre le mouvement savoureux, puis pas... Ben c'est vrai qu'on dirait que le discours populaire, là, c'est genre, on sait que les brocolis, c'est comme du tofu, là. C'est comme dire, on sait que ça goûte la chenoute, mais voici des recettes pour le transformer puis le camoufler un peu. C'est comme, tu manges pas l'aliment peu, tu trouves des façons de le tweaker pour comme, tu te réaliseras même pas que c'est du tofu, là. C'est comme, on dirait que c'est ça avec le mouvement. Mais c'est là la différence fondamentale entre bouger puis manger réellement. C'est que manger, on sait que c'est essentiel. Puis même, il faut se retenir de trop manger parce qu'on mangerait... Moi, j'ai pas de problème à manger à l'infini, comme je pourrais manger à l'infini. Comme, je fais des rêves que je suis devant un buffet, puis genre, on dirait que je suis jamais rassasiée, tu sais. Puis, tandis que bouger, on vit dans l'illusion que ce n'est pas essentiel. Puis qu'on peut s'en passer parce que, en plus, ça ne nous tente pas certaines journées d'aller au gym. Puis on s'est rendu compte que c'est ça les forces, puis l'essence de ces deux choses-là devant nous. Là. Moi, c'est Rob Wolf qui me l'a fait réaliser dans son livre Wired to Eat. Il dit, le discours en santé publique, c'est de dire aux gens, mangez moins, bougez plus. Mais il dit, c'est complètement l'inverse de ce que intuitivement l'humain est programmé pour faire. On est programmé pour manger plus et bouger moins. On dit, soyez moins humain. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai réalisé que c'est pour ça que c'était si difficile de manger moins puis bouger plus parce que mon corps entier n'est pas programmé pour faire ça. Dans la nature, il faut trouver de la nourriture. Il faut essayer d'en emmagasiner. On réfléchit au cycle des saisons. Il faut être judicieux sur qu'est-ce qu'on va aller chercher, comment on va le conserver. Tandis qu'aujourd'hui, on a de la nourriture à perpétuité. L'humain n'a jamais connu ça dans son histoire. Du confort absolu où tu as des panneaux d'autoroute avec un hamburger dessus. Là, puis ça te donne faim parce que ton corps est fait pour, quand tu vois de la nourriture, c'est précieux. Il faut que tu considères, est-ce que je le prends ou pas. Puis il y a des saisons aux petits fruits où quand t'en voyais, tu peux t'empiffrer parce que tu sais qu'à l'automne, il n'y en aurait plus. Puis c'est le but. Mais là, maintenant, on peut avoir des fraises en janvier. Puis pour nous, maintenant, c'est plus naturel. Non. Notre but, c'est plus d'essayer de manger des fraises en janvier, c'est de suivre les cycles plus de la nature, puis de respecter le fait que le corps est programmé pour pas vouloir bouger tant que ça, parce que, en fait, quand tu bouges, c'est tu bouges en relation à une activité fondamentale, comme t'alimenter, t'abriter ou jouer. T'sais, on a réalisé que là, on essaie de convaincre l'humain qu'il doit bouger pour s'entraîner. C'est s'entraîner qui est bouger. Mais non, bouger, c'est pour vivre et pour jouer. Puis si on déconstruit nos vies modernes, puis on les reconstruit autour de ces axes-là, on dirait que bouger devient vraiment plus facile. Puis, tu sais, le mot qu'on aime, c'est meaningful, là, mais ça devient beaucoup plus significatif. Parce que nos ancêtres ne s'entraînaient pas. Non. C'est normal que ça soit pas... Comment dire? S'entraîner, mettons, pour des sports ou des choses comme ça, mais s'entraîner pour brûler des calories, c'est pas humain. Il n'y a pas de meaning. Derrière ça, c'est comme faire une diète. T'sais, nos ancêtres ne faisaient pas des diètes. Là. Nos ancêtres mangeaient quand il y avait de la bouffe, puis ils ne mangeaient pas quand il n'y avait pas de bouffe. Oui. Bref. Fait que là, tu sais, c'est ces réflexions-là dans lesquelles on est en ce moment. Puis je pense que, je sais pas si vous le vivez comme ça, mais les bienfaits qu'on ressent par rapport à l'isolement en ce moment, c'est qu'on sent que comme la ville est plus tranquille, puis notre esprit l'est aussi dans le sens où il n'y a plus d'échappatoire au quotidien, dans le sens que les magasins sont fermés, les épiceries sont comme...
sais, moi puis Vince, prendre une marche puis aller à l'épicerie ensemble, c'était une activité de couple, là. Fait que, comme maintenant, on peut plus rentrer à 2, là. Fait que même ça, genre, il y a moins d'options au quotidien. Puis c'est là que tu te rends compte des fois quand on s'ennuyait ou quand on avait faim, comment c'est facile de se tourner vers de la bouffe ou vers certaines choses pour compenser. Tandis que là, comme la vie s'est simplifiée dans une certaine façon, puis ça nous fait du bien parce qu'à partir du moment où on fait comme table rase de tout ce qu'il y avait, on dirait que là, on a l'opportunité, tout le monde, de se dire qu'est-ce que je veux ramener dans ma vie maintenant. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est essentiel? Puis ça, il n'y a pas... comme je pense que l'amour, c'est essentiel, prendre soin de ça. Il y a des choses que tous les humains en ont besoin. Mais il y a aussi une zone grise où ce qui est essentiel pour une personne n'est pas la même que ce qui est essentiel pour une autre personne. Puis ça, c'est à chacun de nous de le découvrir. Puis je pense que des événements comme ça, en ce moment, ça nous ramène à qu'est-ce qui est essentiel, puis que ça devienne un choix délibéré à chaque jour, de dire voici ce que je veux dans ma vie. Puis pour nous, le mouvement est devenu essentiel, où on s'est rendu compte de ce que ça nous apporte comme physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu sais, on s'est rendu compte que le sens du mouvement, c'est plus s'entraîner puis brûler des calories. Pour nous, le sens du mouvement, c'est accomplir des choses pour vivre ressentir. Là, c'est au niveau du ressenti, de toucher des choses. Marcher nu-pied, là, c'est inexplicable comment ça fait du bien puis c'est le fun. Faire des choses avec ses mains pour cuisiner puis toucher la nourriture, c'est intéressant. Mais que le sens du mouvement, maintenant, c'est ça, c'est vivre, c'est jouer, c'est les moments de vie que tu passes avec des personnes. Puis c'est aussi créer. Tu sais, les derniers podcasts qu'on a faits sur le travail manuel puis l'artisanat, c'est que, tu sais, on peut passer nos vies maintenant, des carrières entières sur l'ordinateur. Puis t'as plus cet ancrage-là dans le monde réel, matériel, où tes mains créent quelque chose puis t'as le fruit de ton travail devant toi. Puis on réalise à parler avec des gens que leur emploi est plus manuel, qui tirent une satisfaction incroyable dans l'acte de faire quelque chose avec ses mains. Ils parlent même pas tant du résultat, c'est pas juste de dire genre je vais créer une tasse, mais le moment lui-même de la création, le processus devient précieux. Puis c'est de réfléchir à nous, dans notre vie, quel genre d'activité comme ça nous fait vivre un état de flow. Là. Souvent, le processus d'être en vie. Oui, nice. L'expérience elle-même, le moment présent. Pas la finalité de la chose, la finalité. Mais que le processus de vivre soit nice. Oui. Puis c'est un bon défi. Puis on dirait, dernièrement, toutes sortes d'expériences qu'on a vécues dans la dernière année, on dirait que les choses commencent à s'aligner. Parce que Renard a été fondé plus avec une orientation famille, parce que j'avais fondé avec Priscilla Gibault, qui est une maman de 3 garçons. Puis qui est passée au podcast, hein? Qui est passée au podcast, d'ailleurs. Fait qu'il y avait une orientation enfance, puis je me suis énormément intéressée. On s'est intéressé à l'éducation alternative. Puis là, j'ai réalisé que c'est pas pour rien. Puis encore aujourd'hui, même si finalement, comme on va parler d'enfance puis de famille, mais aussi de gens qui n'ont pas d'enfants comme nous, en fait, puis de nos amis de notre âge qui vivent en ville puis qui ont des petits espaces. Ça revient au concept de famille puis de maison, puis ça a toujours tourné un peu autour de ça. Mais de dire... t'es en train de perdre mon idée. On parlait d'éducation alternative. De dire, pourquoi j'ai été intéressée par l'éducation alternative, mais on s'est rendu compte que c'est parce qu'il y avait des valeurs fondamentales dans certains courants qu'on voit émerger au Québec avec des discussions qu'on a eues où je pense qu'un des principes fondamentaux, c'est de l'éducation alternative en ce moment, puis du jeu libre. C'est une approche centrée sur l'enfant. C'est un apprentissage basé sur la curiosité de l'enfant. C'est l'enfant qui mène son propre apprentissage puis qui mène le jeu, puis c'est pas orienté avec une finalité d'avance, de dire aujourd'hui on fait un bricolage puis à la fin il faut que ça ressemble à ça, puis que l'enfant est contraint de se modeler puis de créer quelque chose comme à l'image de ce que le parent veut, que ce soit un beau bricolage. C'est plus de construire sur ce qui émerge. Oui, en fait de montrer les opportunités puis de dire à l'enfant choisis ce que tu veux. Puis s'il a envie de juste casser des roches ensemble, il peut le faire. Parce qu'il n'y a pas de jugement sur la fin, c'est l'expérience qui est importante. Puis c'est cette idée-là que c'est la curiosité à l'intérieur de nous qui guide l'apprentissage, puis d'avoir la confiance que si on part de ce qui nous passionne, ça va nous guider vers quelque chose, puis il y a quelque chose qui va pousser puis qui va grandir. Je m'en encore, je n'arrive pas à parler. Je suis trop enthousiaste, je suis trop excitée. Mais... bref, fait que là, on s'est dit, OK, ça, c'est des valeurs fondamentales de Renard. Puis finalement, c'est ça qu'on veut construire. On veut construire ce qu'on appelle maintenant la classe du mouvement. Ouais.
que c'est de montrer tout ce qui existe pour qu'après, chaque personne regarde cet ensemble-là puis se dirige vers ce qui l'interpelle. Puis là, je vais me calmer parce que genre, je sens que je parlerai sans arrêt encore pendant une heure. Mais ça fait déjà une heure et quart qu'on parle. Fait que si jamais ça vous intéresse, parce qu'à un moment donné, il va falloir aller parler à ta grand-maman. Nous, en ce moment, c'est ce qu'on fait. C'est on construit Atlas du mouvement. Puis, on vous invite en fait à aller voir... Qui est une archive. Ah oui, et en fait, on développe encore le vocabulaire, puis on est bien excité qu'on trouve quelque chose qui nous fait sentir bien, justement, par rapport à ce qu'on veut faire. Puis l'Atlas du mouvement, c'est en fait une archive vivante de toutes les façons d'intégrer le mouvement à son quotidien. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Puis, comme on dit, c'est en cours en ce moment. C'est quelque chose qu'on construit, puis qu'on va continuer de construire. Dans les années. Pour toujours. Ouais. Donc, si ça vous intéresse, ou si vous êtes curieux, ou si vous voulez nous aider à le faire, en fait, on vous invite à aller voir renard.ca/atlas, puis de joindre l'aventure, si vous voulez. Oui, parce que plus concrètement, si vous vous demandez c'est quoi cette affaire-là d'un atlas, ben c'est ça, nous, les piliers qu'on veut adresser, c'est notre façon de vivre, le style de vie. Fait que l'aspect habitat, et le pilier habitude, donc tous les petits gestes, les rituels qu'on fait de jour en jour pour vivre. Après, il y a la section activité qui est plus par rapport à des jeux, des choses qu'on fait comme une fois dans la journée ou des fois la fin de semaine ou quelques fois par mois ou selon la saison, là, que c'est plus des trucs spéciaux, que c'est pour s'amuser ou passer du temps avec les gens qu'on aime. Puis il y a le volet qu'on a rajouté récemment, qu'on a cliqué, c'est comme, oui, habitat, habitude, activité, mais il y a aussi l'humain là-dedans. Fait que, notre relation à notre corps, les dimensions comme physique, mentale, émotionnelle et spirituelle de l'humain, puis le lien avec le mouvement. Fait que c'est de couvrir ces piliers-là. Puis concrètement, tu sais, on veut parler de, justement, comment nos maisons sont conçues. Ça, c'est le premier pilier qu'on veut adresser parce qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus. Puis là, genre, je suis vraiment curieuse de rassembler tout ce qui existe. Ouais. Fait que le pilier comme une maison vivante. Fait que ça, c'est ça qu'on va adresser dans les prochaines semaines. Fait que si ça vous intéresse particulièrement, suivez-nous. Si vous connaissez des références des architectes, des designers, des pédagogues, des thérapeutes qui s'intéressent à ce sujet-là, écrivez-nous. Si vous êtes un expert de ça, écrivez-nous. On veut vous connaître puis parler de ça. On est vraiment dans une phase exploratoire. Puis éventuellement, ben, c'est de construire carrément un catalogue de jeux, puis d'activités, puis de gestes à faire au quotidien concret. De créer une banque de tutoriels puis d'ateliers en ligne pour partager ces idées-là puis rendre ça accessible chez vous. Donc ça va être une autre phase qu'on va adresser dans les prochains mois. Mais on commence avec la maison, qui était le thème du podcast d'aujourd'hui. Bref. Qui est divergé, mais c'est ça. Donc, peut-être, c'est ça, comme récap, là, vous êtes probablement à la maison comme nous. Fait que si vous demandez comment bouger puis vous êtes énormément stressé puis vous vous sentez mal de plus aller au gym, je vous dirais comme pas de panique. En fait, au lieu de vous activer puis de vous sentir hyperactif, on vous invite en fait à vous poser puis à juste observer vos environnements. Puis ça va être le début, je pense, d'une aventure vraiment incroyable. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté. Je ne sais même pas ça fait combien de temps. Mais à bientôt.